Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau Bonjour d'Algérie à partir de Constantine avec un programme assez varié puisque l'on va parler d'abord de nos enfants, les élèves qui passent le BEM et puis c'est vrai c'est le second examen dans le système éducatif et c'est vrai qu'ils seront ils ont été hier plus tôt, ils ont été plus de 600 000 à passer les examens. Donc on en parlera avec Mohamed Chartout, inspecteur qui représente la direction de l'éducation de la wilaya de Constantine. Ensuite, nous allons parler du don de sang. Parce que c'est un acte d'abord humain, il faut sauver des vies. Et chaque année, le 14 juin, c'est la journée internationale du don de sang. On va essayer d'en parler avec le docteur Rim Rachi, qui nous fera le plaisir de venir nous parler de ce qui se passe, surtout en cette période de pandémie. Et puis, en fin d'émission, nous allons rendre un hommage à un artiste qui nous a quittés il y a à peine quelques jours. C'était vendredi passé. Il s'agit de Hassan Ben Aziz, qui est comédien, qui était, Allah yarhamou, comédien au Théâtre Régional de Constantine. Et notre ami Tayyib Dihimi, dramaturge, va venir nous en parler. Et nous évoquerons, bien sûr, toute la carrière de ce grand monsieur qui aura marqué de son passage le théâtre constantinois. Voilà tout le programme, mais avant tout, nous vous invitons à vous balader sur les airs de Constantine avec la voix du maestro, le Hajj Mohamed Tarf El-Ghani, Allah yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا على رضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, bonne balade, je l'espère, aérienne, surtout en cette journée, on va dire pas caniculaire, mais il fait chaud. Nous sommes bien dans le mois de juin et il fait chaud et nos élèves sont en train de passer les examens du brevet d'enseignement moyen, c'est comme ça qu'on l'appelle. À un certain moment, il s'appelait brevet d'enseignement fondamental. Oui, alors pour nous en parler, Mohamed Chartout, qui est inspecteur, marhaba bik, merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous aussi, Ismaïl. Voilà. Merci à vous aussi. Alors, sommairement, on va dire, bon, on a dit ils sont 641 000
le chiffre exact, voilà, oui, au niveau national. Mais à Constantine, on a combien d'élèves qui sont en train de passer les examens? À Constantine, nous avons 17 078 candidats qui sont répartis sur 64 centres d'examen. Très bien. Donc avec un encadrement? Bien sûr. Tout a été mis en place, que ce soit sur le plan, c'est-à-dire enfin, au niveau du facteur humain, que ce soit les encadrants, que ce soit les chefs de centre, tout est mis en place. Même les observateurs sont sur les lieux. Donc sur ce point-là, même la logistique a été mise en place, donc il n'y a pas de souci. Les élèves sont entre de bonnes mains. Et les épreuves se déroulent dans de très très bonnes conditions. Alors les épreuves de cette année sont quand même un peu spécifiques puisqu'il y a encore la pandémie du coronavirus. L'année passée, on n'a pas eu un petit examen. C'était juste pour les gens qui étaient en candidat libre et qui n'avaient pas. Voilà. C'était une séance de rattrapage. Donc il y avait un nombre restreint. Mais cette année, c'est tout le monde qui passe. Donc je crois qu'il y a eu d'autres mesures préventives justement pour... Bien sûr, au niveau du protocole sanitaire, ça a été strict, il est respecté par les chefs de centre. Donc avant d'entrer en classe, les températures sont prises. Il y a aussi, c'est-à-dire enfin, les salles sont désinfectées la veille. La veille. Il y a les masques qui sont mis à la disposition des élèves, des encadrants ou bien des encadreurs. Il y a aussi le gel hydroalcoolique. Donc sur ce point-là, il n'y a pas à dire. Donc sur le plan sanitaire, protocole. C'est important de souligner parce qu'on est en pleine phase, une phase ascendante, on va dire, parce que c'est un peu la reprise de la pandémie du corona. Donc c'est pour ça que l'on s'inquiète un peu. Mais il faut rassurer les parents. Parce que c'est les premiers à être inquiets, les enfants ne sont pas tout à fait... Je crois que maintenant c'est devenu mécanique, soit chez les parents, soit chez les élèves. Donc avant de sortir, d'ailleurs j'ai déposé ce matin mon fils, donc avant de descendre, donc il avait son masque, il avait son petit flacon de gel. Donc de ce côté-là, je suis rassuré. Mais même ceux qui n'en ont pas, on leur propose à l'entrée, bien c'est sûr. Ce qu'il faut dire. Il y a du gel à l'entrée de chaque établissement, de chaque centre d'examen. Il y a aussi des masques qui sont mis à la disposition de ceux qui n'en ont pas. Très bien. Alors, je vais vous inviter, vous et nos amis téléspectateurs, à suivre ce qui s'est passé hier, le premier jour, avec ce reportage de Mohamed Zmouli et de Hamza Boussafir qui se sont rendus au centre Franz Fanon. Du côté de Ziyadia. Du côté de la cité Ziyadia. On va voir ce qui s'est passé hier et après nous allons essayer de voir ce qu'ils ont fait durant la première journée. عندي طفيل ان شاء الله نكتب ربي ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله هم جميع التلاميذ ربي ان شاء الله يكون في عونهم. والله الساعة حسب الشوفة يعني مريقلة يعني تسمى مع طريقة الدخول ولا الكونترول تاع لي بافيت ولا تاع قياس درجة الحرارة تاع الإنسان ولا يعني هاد الساعة مريقلة. دوك يروحوا ان شاء الله يكونوا باك لي سوجي على قد الشيء اللي قراوه خلاص. حضرت يعني على الكيف وان شاء الله يجينا ساهل برك ونعقبوا مليح ويفوت على الكيف باقي المواد يجيونا ساهلين ماشي غير العربيه برك فرحي ماما ان شاء الله هي نجيبوا معدلات نفرحوا بها والدينا ثاني ومام الاساتذه تاعي كامل ان شاء الله برك نخدموا وخلاص. تعبت معك ماماك العام؟ وي تعبنا بزاف ثاني. انا نشوف كل شيء عادي، الاولاد راهم تما نورمال فرحانين موجدين راهم يبانوا ما شاء الله. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. قمنا بكافة الإجراءات سواء التنظيمية أو البشرية أو الصحية من أجل ضمان أن تكون مراكزنا مراكز وظيفية مهيئة لاستقبال المترشحين واستقبال زملائنا المؤطرين
وباش يكونوا في اريحيه ويكونوا في امان. طبعا كل الترتيبات المعتاده تم توفيرها وتسخيرها، بالاضافه الى توفير كافه الوسائل المتعلقه بتطبيق البروتوكول الصحي. ما تعلق بالشق المادي وين السيد ولي الولايه مشكور تكفل بهذا الجانب كاملا. فيما يتعلق بالشق البشري كما ذكرت، وزارة التربية الوطنية من خلال دورة العام الماضي ومن خلال السنة الدراسية الحالية وين طبقنا البروتوكول الصحي في جميع أيام الدراسة. إذن يبدأ بتطهير وتنظيف وتعقيم المركز قبل دخول المترشحين وبعد خروجهم، بالإضافة قياس درجة الحرارة لكل من يدخل المركز، إجبارية ارتداء الكمامة، الجال المطهر، وضمان التباعد الجسدي داخل المراكز. طبعا من أجل ضمان هذا الشيء هناك نائب رئيس في كل مركز مزود ب4 أعوان له مهمة حصرية ووحيدة، هو الإشراف على تطبيق البروتوكول الصحي وجعل كل من يلج المركز من مترشحين ومؤطرين يشعروا بالأمان وبالأريحية في مراكزنا، مراكز الإجراء اللي طبعا نتمنوا لأبنائنا التلاميذ المترشحين كل التوفيق والنجاح. طبعا وسائل الإعلام شاهدة على هذا الأمر، الأولياء من خلال وحضورهم في مدخل المركز يلاحظون. طبعا كل الشركاء الاجتماعيين اللي حاضرين معنا من جمعيات أولياء التلاميذ يلاحظوا، ويظهر لي كل الظروف مهيئة باش المترشحين، الزملاء المؤطرين، أولياء التلاميذ وكل المجتمع يكون مرتاح على أن الأمانة محفوظة ومصانة داخل مراكز الإجراء، وإن شاء الله تتميز وتوفق وتشرف نفسها وأسرها وأساتذتها ومؤسساتها وولايتها إن شاء الله. شوية ولدي عابد أنا شوف صعب شكرا. نعم. خرج تمام. Donc c'était le monsieur Mansour Abdelmajid, directeur de l'éducation de Constantine, qui vous a expliqué voilà, tout ce qui a été pris. Ça, c'était hier, juste avant l'entame des examens. Voilà. Oui. Donc, est-ce que c'est à l'image, hein, ça c'est un centre, mais je pense que tous les centres ont été comme ça. Tous les centres procèdent de la même façon. Donc, un des adjoints du chef de centre a juste le travail. Son travail consiste en la prise des températures et le respect du protocole sanitaire. Très bien. C'est la seule tâche qu'il a. Bien sûr, les autres, chacun a ses propres tâches ou bien sa propre tâche. Alors là, je vais m'adresser d'abord, je ne vais pas m'adresser à un inspecteur ni au représentant, je vais m'adresser aux parents, puisque vous avez votre fils qui passe l'examen. Comment ça s'est passé la première journée? L'épreuve d'arabe, mais aussi quelle autre épreuve? Il y avait, enfin, physique, il y avait aussi Tarbiya Islamia, éducation civique et Tarbiya Islamia. Alors c'était comment? Les premiers échos, les sujets sont accessibles. En toute objectivité. Hein, non, je le dis. D'ailleurs, je ne suis pas du genre à demander qu'est-ce que tu as fait et comment ça a été. Parce que je le dis aux parents, il y a les enfants qui passent le brevet et nous, on le subisse. Ah oui, bien sûr. C'est très difficile. C'est très très difficile. Les parents sont plus stressés. Mais je pense que c'est accessible. Tous les élèves sont satisfaits, ils sont sortis souriants, donc voilà. Donc ça veut dire que ça va, ils ont bien travaillé. Ça va. Alors aujourd'hui, en ce moment, ils sont en train de passer quelle épreuve? Ce sont les maths. D'accord, les maths c'est un peu plus difficile. C'est un peu, je ne dis pas difficile, mais c'est un peu délicat pour les élèves. C'est un peu plus compliqué. Voilà. D'ailleurs, de tout temps, les maths ont été ainsi, hein, pour tous les élèves, pour tous les examens. Et pourtant, certains sont très joyeux à l'idée de passer les maths parce que... Là, donc ça dépend, c'est vrai. Là, il faut chercher cette recette-là qui fait que quelques-uns sont joyeux, d'autres non. Mais je pense que même déjà, les gens qui conçoivent, qui construisent ces épreuves-là, ils prennent en considération, bien en compte, le niveau, c'est-à-dire enfin l'élève moyen. Ouais. Ce qui permet à l'excellent de travailler et aussi au moyen de pouvoir travailler. Parce que si on raisonne, si la conception est faite en fonction des excellents, donc c'est vrai qu'il y a un massacre. Et le deuxième point aussi, il n'y a pas un exercice ou bien une notion que les élèves n'ont pas vu pendant l'année scolaire. Donc, c'est spécifique cette année, surtout qu'il y a eu seulement 2 trimestres. 2 trimestres. Donc comment vous avez opéré? Vous avez réduit le nombre de cours? Comment ça s'est passé? Non, on n'a pas réduit le nombre de cours. Avant la conception des épreuves, donc il y a, si vous voulez, il y a un questionnaire qui est adressé aux enseignants, c'est-à-dire pour voir la progression, ou bien où est-ce qu'ils vont pouvoir arriver vers le mois de mai. Nous, on prend ça en considération, bien sûr, avec s'il y a des arrêts de cours, s'il y a des maladies, etc. Donc c'est en fonction de ces données-là qu'on conçoit les épreuves.
Mais généralement, c'est... Bien sûr, c'est pour que tout le monde puisse passer l'épreuve avec les mêmes atouts, qu'ils soient à Taman Rasset ou à que Tindouf, ce soit ou à à Alger, Razaouet, ou bien Tam, etc. ou à Ingzem, voilà. Donc les voilà. 58 wilayas du pays, ils passent le même examen avec les mêmes chances. Avec les mêmes atouts, avec les mêmes chances, avec... D'accord, là en matière de... Là on a beaucoup plus insisté sur le protocole sanitaire parce que c'est normal, nous sommes en pleine pandémie, mais sans oublier l'aspect logistique parce qu'il y a tout un encadrement qui est là. Je sais qu'il y a une hiérarchie, chef de centre, chef de bureau, chef de... mais il y a aussi le côté médical puisqu'il y a... Il y a la présence de médecins, de psychologues, il y a aussi la présence de pompiers, secouristes si vous voulez, qui sont là à aider, encadrer les élèves, bien les prendre en charge en cas de petits pépins. Très bien. Mais je pense que jusqu'à... Bon, hier, alhamdoulilah, il n'y avait pas de soucis. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Inch'Allah, on terminera... surtout, alors la présence du psychologue, c'est pour déstresser un peu les enfants. Mais aussi, ça rassure. Quand il y a quelqu'un à qui on parle, quand il y a quelqu'un à qui on se confie, ça rassure. Parfois, on n'ose pas le dire à ses parents qu'on a un peu raté. Oui, c'est vrai que je crois que les parents sont plus difficiles à gérer. Les enfants sont là, sont dans leur examen, ils sont concentrés. Mais les parents, pardon, je dis les enfants, c'est peut-être un lapsus, qui sont là, dehors, qui attendent, là c'est plus difficile à gérer. Justement. Comment vous faites, surtout que l'encadrement peut-être se soucie beaucoup plus des élèves que des parents? Que des parents. Là, allez les voir maintenant, devant chaque centre, il y a une dizaine de parents qui attendent. Pourtant, les épreuves viennent de commencer. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a les enfants qui passent le brevet et les parents qui subissent les épreuves. C'est pas facile de les convaincre. C'est pas facile. Mais je pense qu'il y a certains parents qui ont tendance beaucoup plus à dramatiser cette épreuve, à en faire quelque chose de non. C'est un examen comme la composition du deuxième trimestre. C'est un examen comme la composition du premier trimestre. Sauf que maintenant, c'est le cadre qui a changé. Ce n'est pas l'enseignant lui-même qui va le surveiller, c'est une autre personne. Ce n'est pas son école, c'est une autre personne. Mais je pense que trouver déjà des gens accueillants à l'entrée, ça rassure un peu. Ensuite, les parents sont là, c'est juste pour l'apport psychologique. Hein. Ils sont là, ils peuvent pas être dangereux. Non, mais c'est vrai, les parents, pourquoi ils sont inquiets? Parce que quand même, il y a un passage. Et il y a une orientation. Vrai. Bien sûr. C'est ce qui inquiète, parce que quand il y a l'incertitude, les parents sont inquiets. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont inquiets. Personnellement, j'ai dit, enfin, il y a mon fils qui passe, aussi. Bien sûr, il y a mon fils qui passe le brevet à Krasnodar, et moi, franchement, parfois, je me range les ongles. Ben, ce matin, je vous assure que, parce que les maths, c'est un peu délicat pour lui, donc pendant le trajet, je me faisais qu'on posait des questions. Mais c'est un stress. Là, je ne sais pas si on a changé d'époque, mais nos parents n'étaient pas aussi... bon, on ne va pas dire à cheval s'ils étaient comme ça, mais ils ne nous accompagnaient pas aux examens. Mais on vient d'une autre époque. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être maintenant qu'ils se soucient beaucoup plus de l'avenir de leurs enfants. Peut-être que le contexte n'est pas le même. Peut-être que, je ne sais pas, il y a d'autres facteurs, si vous voulez. C'est vrai que la société a changé. Voilà. Donc c'est ce qui pousse les parents à être soucieux un peu de la scolarité de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui cherchent la note, au détriment aussi de, qui m'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a un passage en fin de cursus. C'est ce qui les rend un peu... Quand je vois des parents mécontents quand leur enfant en 15 de moyenne, je m'inquiète, parce que 15 de moyenne, c'est quand même pas appréciable. Et ils disent non, il doit avoir 18. Il y a des gens... je crois que c'est une pression supplémentaire des parents sur les enfants. Voilà. On le sent à travers... D'ailleurs, ces cours supplémentaires, il les pousse à avoir des cours supplémentaires en dehors de l'école. Et ça met la pression, comme vous l'avez dit, sur l'enfant. Je crois qu'il y a une pression supplémentaire. C'est pour ça qu'il faut alléger. Là, c'est quand même un message aux parents. Il faut alléger un peu la pression. Il ne faut pas en faire des examens un monstre. C'est une épreuve comme toutes les autres épreuves. D'ailleurs, ils ont passé la 5e, ils étaient pendant 4 années au niveau du collège. Il ne faut pas en faire une montagne, le brevet. C'est un examen comme tous les autres examens. Alors, après les mathématiques, qu'est-ce qu'ils auront comme examen l'après-midi? L'après-midi, c'est histoire géo. Très bien. C'est assez léger, l'histoire des jeux. C'est assez léger. Et demain Demain, il y a d'abord sciences naturelles, et ensuite, la dernière épreuve, c'est le français. Il y a aussi ceux qui composent pour le Temazert.
D'accord, ça Voilà, sera c'est l'après-midi. Oui. Très bien. Donc voilà, c'est le programme. Bon, après la phase, bien sûr, les corrections, donc ça c'est autre chose, c'est une autre étape. C'est une autre étape. D'abord, maintenant, les copies sont orientées vers le centre de regroupement et d'anonymat. C'est du côté de lycée Hilmaki. Donc c'est une dizaine de jours, je pense, où on va attribuer d'autres numéros que ceux qui sont portés sur la convocation des... Ensuite, une ça fois c'est que... pour l'anonymat, il faut juste expliquer qu'on va retirer... enlever l'entête de la copie, c'est-à-dire avec les renseignements de l'élève, nom, prénom, date de naissance et numéro d'inscription. Et on va lui affecter un autre numéro. Et le classement de toutes les copies des 5 wilayas qui dépendent de l'office d'Oum el-Bouagui, ils seront reclassés si vous voulez, et ensuite dispatchés à travers les différents centres de correction au niveau de l'Est algérien. C'est-à-dire, je pense qu'il y a Khenchela, il y a aussi Constantine, il y a... Donc personne ne saura voilà, où sa copie va être corrigée. Voilà. Donc après, c'est... Bon, le système de correction, on sait qu'il y aura 2 corrections. Une troisième, si les notes voilà, sont assez... Voilà, si l'écart, c'est 4 points pour les matières littéraires et 3 pour les matières scientifiques. Très bien. Une troisième correction s'impose. Et la durée de l'opération correction et divulgation des résultats généralement, on va dire, c'est une dizaine de jours pour l'anonymat et une dizaine de jours pour les corrections. Après, les résultats, les notes sont transférées à Alger et c'est là où on décide de la journée. Voilà. Donc après, c'est, on va dire que dans 20 jours, tout le monde Une saura. vingtaine de jours, voilà. Tout le monde aura sa note, ou saura si elle a réussi. Ou... Mais pour rassurer encore les parents, il faut leur dire que l'examen est facultatif puisque, enfin, il y a un système de rattrapage. Voilà. Parce qu'on compte les 2 trimestres là. Donc même si l'élève n'aura pas la moyenne, donc on associe le brevet, les 2 trimestres, on divise par 3 et là on a la moyenne de passage. Donc beaucoup d'élèves peuvent réussir cet examen. Ça veut dire qu'il y a un système de rattrapage au cas où... Parce que c'est vrai que quand on passe un examen avec cette pression des parents, la pression de l'examen, le stress, c'est pas facile. Certains peuvent rater, il faut le dire, même s'ils sont excellents. C'est ce qu'on appelle un accident. Un accident peut arriver. Un accident pourra arriver. Mais moi je suis confiant, je ne sais pas. Mais vous êtes confiant parce qu'en général, le BEM a quand même un taux de réussite assez élevé. Par rapport au bac, etc., c'est normal, oui. Par rapport même à la 5e année aussi, le taux est élevé. J'espère que cette année aussi, que le bac aurait au conditionnel un taux élevé. Inch'Allah. Alors voilà. Le bac, bon, on va... Puisque vous êtes là, le bac c'est dimanche. Hein, c'est dimanche. Déjà j'ai une fille qui va le passer. Hein. Donc vous êtes gâtés cette année, vous avez les 2. Ah, alors, sincèrement, quels sont les préparatifs au niveau de la direction de l'éducation pour justement le bac, parce que ça commence dimanche prochain. Dimanche. Voilà. Ben, ce sont les mêmes préparatifs pour le brevet. C'est vrai qu'au niveau de l'effectif du personnel, donc on va renforcer parce qu'il y a plus de centres pour le bac, il y a plus de candidats pour le bac. Très bien. Donc il y a un renforcement au niveau de l'encadrement, un renforcement au niveau de la logistique et un renforcement aussi au niveau du protocole sanitaire. D'accord. Donc ça veut dire que, puisqu'il y a plus est-ce qu'il y a plus de centres d'examen? Voilà, plus de centres d'examen. Donc il y aura obligatoirement plus d'effectifs. Mais je pense que la machine est lancée. Donc, voilà, avec l'expérience de la 5e année. De la 5e, etc., du BEM, du brevet. Donc même pour le bac, Inch'Allah, il va se passer dans de meilleures conditions. Très bien. Le bac, c'est 5 jours, c'est un peu plus éprouvant. C'est lent, 5 jours c'est lent, d'autant que s'il termine à 11h, il revient le soir vers 15h. Avec cette canicule, avec la chaleur, c'est vrai que c'est un peu... Oui. Mais on n'a pas parlé des repas que vous offrez aux élèves, puisque c'est pour ceux qui sont loin de chez eux. Ceux qui sont loin, chaque centre d'examen dépend d'un centre de restauration. S'il y a possibilité de préparer sur place, c'est fait sur place. Mais généralement, tous les centres dépendent d'un centre de restauration. Tous les centres d'examen sont
relier un centre de restauration Donc ça veut où dire les repas qu'en sont cas, préparés. bien sûr, parce qu'il faudra toujours avoir de l'eau, quelque Bien sûr. chose de... Non, déjà, l'eau est disponible. Voilà, Déjà, quelque chose de sucré. voilà. On ne sait jamais. Vous savez, Smaïn, même déjà, les mères de famille, c'est ça. Bah, ça, elles préparent des... Avant que leurs enfants ne partent pour l'épreuve, tiens, ben, je me rappelle, ma mère m'avait On donné nous donnait un peu de toujours sucre. quelque chose de sucré, Voilà, c'est vrai. voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'avais conseillé beaucoup d'élèves, de bien déjeuner le matin, de bien déjeuner et de partir de bon pied. Inch'Allah, mais qu'on le khair. Très bien, on va dire que, bon, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Parce que là, apparemment, on a évoqué tous les aspects liés à l'examen, que ce soit du déroulement de l'épreuve, les copies qui sont, on a vu, hein, on a vu que les copies sont scellées, les sujets plutôt sont scellés. Bon, il y a tout un processus. Peut-être qu'il faudrait expliquer pour rassurer aussi que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Les paquets viennent d'Alger. Les sujets sont scellés dans 2 chemises, une enveloppe, avec aussi un sachet en plastique qui est très très bien scellé. Et il n'est ouvert qu'en présence du chef de centre avec 2 témoins, si vous voulez, ce sont les candidats. Les candidats. Ensuite, il y a en général, un PV. on prend une fille et un garçon. Voilà. Après l'opération, il y a un PV de bris de sel qui est rempli par le chef de centre, mentionnant nom, prénom, numéro de pièce d'identité des personnes qui étaient présentes pendant le bris des sels. Donc de ce côté-là, je rassure les parents, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de fuite, il n'y aurait pas de fuite. Et ce que je dis aussi aux parents, c'est de ne pas trop tendre l'oreille vers les réseaux sociaux. Parce que, voilà, ce sont des intox, c'est de la désinformation. Je leur demande juste d'être près de leurs enfants. Inch'Allah, ça va se passer de façon extra. Oui, c'est vrai, parce que bon, des fois, il y a de fausses informations qui sont véhiculées. Et c'est pour ça, est-ce que vous faites une action justement dans les réseaux sociaux pour stopper cette propagation de fausses informations? Les enseignants l'ont fait pendant toute l'année scolaire. Ils sensibilisent leurs enfants, leurs élèves, c'est-à-dire à ces désinformations, à ce genre d'intox. Le travail se fait pendant toute l'année scolaire. Et je pense que même déjà une semaine avant, il y a une prise de conscience chez les parents. Tout a été fait, si vous voulez, pour contrer ce genre de trucs qui déstabilisent les élèves. Oui, c'est vrai, parce que d'abord ça augmente l'inquiétude des parents, vrai, ça augmente le stress et puis ça déstabilise un peu l'élève qui normalement devrait se concentrer sur son sujet. Uniquement sur son travail, sur son sujet. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Alhamdoulilah, il n'y a plus de rumeurs comme les années précédentes. C'est vrai que cette année, il n'y a pas de rumeurs de fuite, ni de sujet. Voilà. Quelques tentatives, mais je pense que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Alhamdoulilah, Inch'Allah, ça va se terminer. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose, parce qu'on arrive en fin Tout simplement, je dis bon courage à tous nos enfants. Bon courage aux futurs, c'est-à-dire aux prochains bacheliers qui vont passer le bac. Merci à vous, à toute l'équipe, et Inch'Allah. Inch'Allah, جبنا الجاتو qui dit الولاد. Inch'Allah, je l'espère. On attendra, voilà. Et puis on vous souhaite bon courage pour vos enfants, Merci. mais aussi vous représentez les milliers, des millions de parents des millions qui ont de des parents, enfants, etc. des examens à passer. Donc on vous souhaite bon courage. Merci à vous, Smaïl. Ça va bien se passer, Inch'Allah. Rassurez-vous. Inch'Allah, le bonjour à tous les Algériens, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir été ce matin. Restez juste un moment avant de nous quitter. On va d'abord vous offrir une chanson. Mais je vous remercie d'avoir été le représentant de la direction de l'éducation de la wilaya de Constantine. Oui. On salue aussi le directeur de l'éducation, M. Mansar Majid, toujours disponible et qui nous aide dans notre travail. Voilà, juste le temps de dire bon courage encore une fois à tous les élèves qui sont en train de passer et ceux qui auront le bac la semaine prochaine. Bon courage, bonne chance. Allez, on va vous offrir une petite chanson, histoire de changer de sujet. On va parler de dons de sang sur le prochain plateau. Inch'Allah.
nous fait voyager dans le temps parce que eh bien, notre réalisateur, Nabil Yagoubi, voudrait que je raconte l'histoire de cette chanson. Ben, avant d'accueillir d'abord Dr Rachirim, marhaba bik, on va parler de Don de sang. Mais je vais vous raconter l'histoire quand même de cette chanson parce que ce sont des élèves de la terminale du lycée El Hurriya. C'était en 79-80 à peu près. Et ils avaient fait dans les cours des activités culturelles, que ça se passait au niveau des lycées, ils avaient fait cette danse avec cette chanson qui était en vogue, Nordin Staifi, Allah yarhamou. Et puis nos amis, il y avait un réalisateur, Allah yarhamou aussi, qui est Habib Fourali. Et avec sa caméra, le caméraman est toujours vivant, et avec, ils avaient fait en film, s'il vous plaît, c'est en film, ils avaient fait le clip, la danse et puis la chanson, et c'est resté 40 ans après, on est en train de l'écouter, ça veut dire que c'est du bon travail. Voilà. J'étais où je voulais, Ah oui, très bien. Voilà. Puis je ne sais plus ce qu'elles sont devenues, ces élèves de terminale, hein, mais bon. Allez, on les salue si elles se voient, celles qui se reconnaîtront et qui sont toujours de ce monde parce qu'il y a beaucoup qui nous ont quittés. Bon, là, on va parler de don de sang. Marhaba bik, docteur Rachi. Vous allez bien? Merci ça de va m'avoir invité. Ça va, alhamdoulilah. C'est la moindre des choses. Alors, bien sûr, chaque année, alors il faut dire qu'il y a deux événements dans le don de sang. Il y a la journée nationale et la journée internationale. Oui. Dans cette semaine, il y a la journée mondiale, le 14 juin. Donc c'est une semaine presque à l'occasion de la célébration de cette journée. On a programmé des collectes variées. C'est une semaine chargée. Chargée. Voilà, chargée. C'est à l'occasion de cette journée. Ça veut dire que vous avez programmé des collectes, ça veut dire que vous vous déplacez, vous allez... Oui, à l'occasion de cette journée, donc, et aussi à l'aide des associations de l'Union aussi nationale du don de sang, du média, de la radio, de télévision, toute cette conjugaison, voilà, l'effort de la corporation médicale et paramédicale, donc tous ces efforts pour aboutir, ou bien pour faire un équilibre entre la demande qui est énorme et le don aussi, et la livraison du sang. C'est vrai qu'il faut dire que vous, au niveau du centre de transfusion voilà, au niveau du CHU de Constantine, bon, vous avez beaucoup de demandes parce que les gens oublient que même en période de pandémie, ça ne s'arrête pas. La demande, elle est en augmentation, elle ne cesse jamais. Donc le travail est à cheval. L'équipe, elle est toujours là. On travaille. Déjà, la preuve, pendant 2 années, on n'a pas eu un autre congé. Oui, donc vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Oui, bien sûr. Vis-à-vis de la pandémie. Oui, par rapport à la pandémie, mais aussi à la demande. Importante des activités, soit dans le cadre du don de sang ou autres activités. Parce que la plupart des entreprises et des sociétés, ils ont restreint ces activités. Ces travailleurs. Il y a une diminution importante des travailleurs au niveau des sociétés et des entreprises, que ce soit privées ou étatiques. Donc on a une difficulté d'avoir un nombre qui est toujours insuffisant. Voilà. Le nombre est toujours... Il n'y a jamais assez de dons de sang, il faut le dire. Parce qu'il y a une demande terrible quand même. Parce qu'il y a il y a une demande grandissante. Voilà. Il faut dire qu'il y a d'abord des accidents de la circulation routière. Il y a beaucoup de services qui bénéficient du sang. Il y a les malades, il y a l'oncologie, les malades cancéreux, il y a la maternité pour les femmes enceintes, les accouchements, il y a pour aussi les accidents, les opérations, les interventions chirurgicales. Donc il y a toujours une demande, même pour les sujets anémiques. Oui. Donc il y a toujours une demande pour le sang. Et la banque de données elle a toujours besoin. On essaye, voilà, on essaye toujours. On n'est pas vide, mais vous avez toujours besoin. Vide, bien sûr. Ouais. On est là pour ne pas le... il faut toujours la remplir, donc c'est une obligation pour assurer la demande, pour assurer le besoin et aussi pour assurer notre besoin. Voilà, les besoins sont grandissants. Mais bon, vous savez, en période de pandémie, les gens ne sont pas sortis de chez eux pendant une période de confinement. Oui. Maintenant, bien sûr, il y a le protocole sanitaire. Certains ont peur
de venir donner leur sang? Oui, ils ont peur. Bon, ils ont le droit d'être peur. La pandémie, le Covid est toujours là, il est toujours angoissant. C'est un virus méconnu, on ne le connaît pas. Il faut être prudent. Bien sûr, notre mission habituelle, c'est prendre des mesures d'hygiène déjà avant la pandémie, avant le Covid, parce qu'on travaille avec matière bio. Donc, il faut rassurer soit le donneur, soit il faut aussi respecter le protocole sanitaire parce qu'on travaille avec le sang. Voilà, ça, c'est avant le Covid. Alors, après, au cours du Covid et après, il faut toujours renforcer ces mesures. Donc, les précautions, vous les preniez bien avant la pandémie, c'est que vous avez toujours des gants. Voilà. La propreté des locales, bien sûr la stérilisation du matériel. Qu'est-ce qu'il a ajouté? La prise de température, elle est obligatoire. La distanciation des lits entre eux. Et puis la désinfection le renforcement de questionnaires, parce que n'importe quelle faute, il faut chercher la fièvre, il faut chercher est-ce que la personne elle est enrhumée, elle tousse, tous ces trucs-là, il faut épargner. Quelqu'un qui présente des symptômes ne peut pas donner de sang. Bien sûr, n'importe quel symptôme. Très bien. Parce que le Covid, n'importe quel symptôme, c'est un Covid jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas jouer avec... Très bien. Donc mais sinon, qui peut donner? Quels sont les gens qui peuvent donner leur sang? Parce que certains sont malades chroniques qui ne peuvent pas donner. Oui, bien sûr. Il y a un questionnaire, un entretien prédent. D'abord, voir l'âge du sujet. Donc, c'est entre 18 ans jusqu'à 65 ans pour les hommes et 50 à 60 pour les femmes. Les maladies chroniques sont épargnées. Même les maladies aiguës, ils ont un certain délai. La prise de n'importe quel traitement, il faut mentionner le nom du traitement, l'état général, par exemple, manque de sommeil, une fatigue, notion de voyage. Tout ça, c'est pour l'intérêt du donneur d'abord. On pense l'intérêt du donneur avant que le receveur, c'est normal. Très bien. La notion de tatouage, de piercing récent, il faut dire aussi la durée, la consultation chez le dentiste, le hijama, il y a aussi une durée entre la consultation et le dent. Ça, c'est pour l'intérêt de ça, c'est pour éviter d'avoir une sérologie positive. Très bien. Donc, l'intérêt du donneur, bien sûr, parce que lorsqu'il y a un truc dans l'analyse ou bien dans la sérologie, il faut le rappeler, il faut lui dire. Donc, c'est une sorte de surveillance pour le donneur qu'il donne le sang et aussi pour le surveillant. Déjà, on va dire que c'est presque une consultation médicale qui est gratuite parce que vous consultez, je vois que le questionnaire il est précis. Voilà. Oui, il est précis, il est forcé. Il faut forcer le questionnaire. Et après, on va prendre la tension artérielle. Tout à fait. Et bien sûr, il faut convaincre le donneur parce qu'il y a des gens qui sont hésités. Bien sûr. Je suis un peu peur de la seringue. Voilà, il y a des gens qui ont peur, mais il y a des gens qui sont fatigués. Voilà, du personnel, du matériel. Donc, il faut donc rassurer le donneur parce que la première fois, c'était un peu angoissante, puis il devient régulier. Lorsque l'opération est réussie, il devient régulier, le donneur. C'est vrai qu'il faut dire... On a gagné un donneur quand même. Voilà, il faut dire que vous avez les habitués, ceux qui sont les donneurs réguliers, et là, il faut les féliciter. Surtout les jeunes. Ouais. On a des jeunes qui, lorsqu'ils achèvent ses 18 ans, viennent pour donner leur sang. Et bien sûr, c'est une ça, c'est un acte extraordinaire. Bien sûr, c'est un acte généreux. Et on a une jeunesse énergique, là, donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que ça permet de renflouer la banque de sang, ce qui est bien. En plus, le donneur il bénéficie aussi d'analyses gratuites, parce que vous effectuez des analyses. On fait une sérologie systématique. Une sérologie, 5 maladies, je pense. Très bien. À transmission sanguine, c'est-à-dire les maladies qui transmettent à travers le sang.
La sérologie, après 10 jours, il vient de prendre leur sérologie. Les résultats. Voilà, les résultats. Ça, c'est un bénéfice, c'est normal. Autre bénéfice pour le corps du donneur, c'est normal de donner du sang, donc diminuer un taux d'une matière bio dans notre corps. Le corps va renouveler de façon systématique, il va régénérer des cellules, des éléments dans le corps. Donc, c'est bon pour la santé. C'est bon pour l'activité. C'est un truc vraiment... Là, c'est vraiment conseillé. Mais par exemple, quelle est la meilleure période pour donner son sang? Quelle est la meilleure période? Par exemple, je sais qu'il faut espacer. Dans l'année? Oui, de l'année. Enfin, à partir de 18 ans, vous pouvez donner du sang. Pour l'homme, c'est chaque 3 mois. Enfin, la régénération, c'est dans 2 mois, se fait. Mais on laisse 1 mois pour assurer les réserves du fer et pour ne pas tomber dans l'anémie, dans les insuffisances. Très bien. Pour les femmes aussi, c'est 4 mois. Bien sûr, la période de menstruation et tout, il faut respecter ça. Donner chaque 3 mois des gens qui sont des donneurs réguliers, c'est un truc vraiment, c'est un rappel. Lorsqu'ils viennent, lorsqu'il est le temps de donner, ils viennent, il faut donner le sang. Même s'ils ont un empêchement de ne pas donner, ils disent il faut que je donne parce que je ne me sens pas bien. Il faut que je donne pour alléger. Donc c'est un truc vraiment continu. Lorsqu'on donne 1 et 2 et 3 fois, on s'habitue, on devient donneur régulier. Ça, c'est ce qui permet à la banque d'avoir toujours des réserves. Bien là, sûr. il faut le dire, hein, parce que c'est... Oui. Lorsqu'on est en manque, on va renforcer des collectes. On sort hors de Constantine. D'ailleurs, cette semaine, on a des collectes aux maisons de jeunes. On a fait une grande collecte au centre culturel El Khalifa, la journée mondiale, le 14. On a aussi, avec la police, la sûreté de Wilaya. Malgré ça, toujours... Il y a toujours le manque. C'est insuffisant, malgré toutes les opérations que vous faites. Bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a aussi les corps constitués, comme les pompiers, la sûreté nationale, qui organisent. Il y a aussi les mosquées, habituellement. Habituellement, je vois les médecins se déplacer dans les mosquées pour prendre... C'était avant, maintenant, bon, avec la pandémie, justement, j'ouvre la parenthèse pour la difficulté, les contraintes qu'on a vécues pendant la pandémie. Les mosquées fermées, les cités universitaires fermées, les sociétés la diminution du personnel en présentiel. Ils ont peur recevoir l'équipe médicale et paramédicale. Bon, ils ont le droit. Parce que voir un médecin ou bien un corps médical, c'est... Ils ont peur du virus. C'est angoissant, c'est normal. Mais je crois qu'on s'est habitué à vivre avec le virus ces derniers temps. Pour le moment, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Mais on a fait notre mesure, on a fait notre protocole sanitaire, c'est obligatoire. Maintenant, on surveille avec ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un virus. Il y a un virus méconnu. Et il faut agir avec ça. Même si maintenant on est en train d'identifier un peu plus, on sait comment... Mais ça reste quand même, ces mutations sont en train de... faire attention, il ne faut jamais cesser de protéger... Bien sûr, il faut se protéger, il faut continuer. Et vos proches. Et puis surtout, il faut rassurer les gens qui se déplacent. Oui, j'ai déjà dit. Parce que là, bon, c'est vrai que peut-être il y a des donneurs potentiels qui veulent donner, mais ils ne veulent pas se déplacer à l'hôpital. Oui, justement. C'est pour cela on a organisé des collectes dans des maisons de jeunes, dans le camion qui est toujours à lieu de la Brèche, pour un peu, même lorsqu'ils viennent, ils disent je suis peur de l'hôpital. Oui, ils ont peur. De préférence, je vais donner ici, même un camion petit, même un local, voilà. Et ça, c'est bon, c'est bien pour les gens d'être éloignés de l'hôpital. Allez, tant mieux. On va dire que c'est tant mieux. Mais il faut donner. Ah, il faut donner, bien sûr. Je rappelle, pour donner le sang, c'est des bénéfices pour eux et pour les receveurs. Parce que les malades ne cessent pas. Il y a des gens qui souffrent, qui sont toujours en besoin, toujours. Il y a un manque continu. Et on est là pour couvrir. Bien sûr. On fait des efforts pour couvrir ce manque-là.
Inch'Allah. Inch'Allah, non, de toute façon, on va dire que si je ne peux pas me déplacer à l'hôpital, qu'est-ce que je fais pour donner mon sang? Si je ne peux pas. Par exemple, moi, je ne peux pas me déplacer à l'hôpital, je ne veux pas. Est-ce qu'il y a un moyen? Bien sûr, on a le camion mobile. Bon, le camion mobile qui se déplace. Mais si je ne trouve pas le camion? Il est stationné au niveau de la brèche. Ouais. Oui, la brèche, aussi, on a des collectes médiatisées, soit sensibilisation dans les réseaux sociaux. Toujours, on a des annonces. On a des associations qui nous aident. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils ont fait un effort énorme pour convaincre les gens de donner le sang. On fait des collectes dans des centres culturels, donc au centre de... Bien sûr, là où il y a des jeunes, là où des donneurs potentiels. Ouais. Donc, il faut donner le sang, il faut décider de donner, il y a... oui, mais c'est vrai qu'une poche de sang, ça sauve une vie. Faut jamais... Une vie et plusieurs vies. Peut-être une seule poche peut sauver 2 ou 3 personnes. Donc l'intérêt de donner de sang, c'est un grand intérêt. C'est un acte humain, un acte généreux et noble. Il ne faut pas le rater. C'est ça. Et dans le questionnaire que vous opérez pour celui, vous avez parlé de hijama. Beaucoup vont Justement. faire la hijama, mais la saignée, on sait que la saignée, c'était un acte médical avant qu'il s'opère. Oui. Mais donc l'intérêt, pourquoi on espace l'acte de hijama aux dents? C'est par rapport à la sérologie. Un contact avec n'importe quel matériel, peut-être il est souillé, on ne sait pas, même le pourcentage est 1% d'avoir contaminé, d'avoir une infection, on épargne. Donc l'acte de hijama, c'est normal, c'est un acte plus ou moins médical. Mais vous conseillez aux gens, au lieu de faire la hijama, il vaut mieux faire une transfusion. Bien sûr, c'est normal, parce qu'avoir hijama, c'est des bénéfices, avoir des bénéfices pour eux seulement. Ouais, seulement. Mais sans quand vous donnez dessiner, votre on sang, les perd. ouais. Donner un sang, c'est sauver une vie, c'est ça, c'est normal. Donc j'ai dit que le hijama, par rapport à la sérologie, lorsqu'on fait le hijama, je ne sais pas, peut-être on va avoir un virus ou une bactérie ou une infection. Donc il faut espacer l'acte de hijama au nom de 3 mois. Surtout que le hijama est parfois opéré. Non, quand c'est un médecin qui l'opère, mais des fois, ce n'est pas d'un médecin. C'est pour ça qu'il faut éviter. C'est un acte avec le sang, il faut toujours respecter les mesures d'hygiène. Mais quand même, le risque, il est toujours encore là. présent. Voilà. Donc, malheureusement, pour éviter, mais c'est on ne pour ça prend qu'il faut pas éviter. le risque. Pour éviter, on laisse une période pour plus ou moins... Allez. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner 1 minute à vous toute seule pour essayer de convaincre, parce qu'on arrive en fin de ce plateau, pour essayer de convaincre le message que vous voulez faire passer, que ce soit en arabe, en français, mais pour que les gens, pour les convaincre de venir donner leur sang. Oui. Enfin, pour convaincre, déjà, je vous note les statistiques parce que on a une diminution importante par rapport la période du Covid. Avant le Covid, c'était le nombre de dons de sang, c'était 17 294 et au cours du Covid, diminue en 13 000. Donc, quand même, il y a une diminution plus de 4 000, voilà, c'est très important. Donc, quand même, il faut renforcer le don. Enfin, je rappelle les gens qui sont en bonne santé, les jeunes qui ont en pleine activité, allez donner votre sang, sauver des vies et des vies. Il y a des gens qui souffrent par manque de cette matière-là. Donc, dans notre concept dans le concept des musulmans, déjà, sauver une vie, c'est un acte, c'est comme si sauver toute la planète. Donc, n'hésitez pas. Toutes les mesures d'hygiène sont respectées, tout le protocole sanitaire est là. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous accueillir. N'être pas peur. Venez, donnez votre sang, sauvez des vies ou barakallahu fikum. Moi je vais vous remercier, mais je vais
Vous m'avez convaincu, je vais venir vous donner mon sang tout à l'heure. Déjà, votre rôle est précieux. Oui. La médiatisation, on a besoin de la médiatisation, la sensibilisation à travers soit la télé ou bien la radio ou bien les réseaux sociaux. Voilà, en dépit de ça, ça reste, c'est vrai, vous avez raison, ça reste insuffisant. Docteur Rachirim, je vous remercie pour avoir été là ce matin avec nous. Et puis, n'oubliez pas d'aller donner votre sang, c'est très important, on sauve des vies chaque jour, surtout qu'en période de pandémie, les dons ont diminué. Donc, messieurs, dames, tous les jeunes, eh bien, au lieu d'aller perdre du temps, c'est un acte qui ne prend pas plus de 15 minutes. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, docteur Rachirim. Nous, on va changer complètement de sujet. Du don de sang, on va passer un hommage à un ami qui nous a quittés il y a qu'à peine quelques jours. Vous allez le reconnaître sur ces images, le temps d'accueillir notre ami dramaturge Taïb Dhimi qui va nous parler de Hassan Ben Aziz, Allah yarhamou. ارتكبت ذنبا عظيما وأتيت إثما زليما من بدأ بسرقة التبن وصل إلى شق البطن. أسارة. قل لي واش من يد هزيت بها التبن يا وجه الغبن والعفن؟ ما نسيت يا سيدي. أتفكر. بالك دبليو صرا حكم. إما لا دبليو من حكم آخر. سلام سلام أيها الملك الهمام وذا ما لك عز لا يرام. علوت بهمة ليست تضاهى وأجداد هم القوم الكرام. خلاص هاتوا واش عندكم. السلام عليكم. شوف داجا وليدي شوف ما كانش معاهم وزير ولا هو ما كانش كاين الشيخ المختار والسكرتير هذاك نتاعو برك قاسم ما جاش امشوا هيا واش دوك واحد ماش معاه واش دوك عمي قاسم انا ما اريد اش ما عندك قضيه نوصلوا لك الدار جاي معليش يجيبك ربي نتفاهموا وصل لي القضيه للدار. وبالعقل سيدي واش صرا هذا ناصر واش صرا كي العاده يا بابا. اليوم الخميس نص يتقابلوا على الباري سبورتيف والباقي على الجريده تاع البارح اللي وصلت اليوم. اسمع قاسم وجابوك مبطوحه وليدي. هنا عمي قاسم واش راك عمي ناصر شوف وليدي ناصر الياس اسمع نهضر معاك. هاي خلي الجريده نطلع على اخبار البارح وتاكدي معك الكفالدر. هيا روح هات هيا بالسلامه روح. على خير عمي قاسم. على خير يا وليدي على خير. حبسوا العرض طفيوا الضوء عيطوا لي بومبي عيطوا لنا بوليس اقفلوا الستار اقفلوا الستار اقفلوا الريدو احبسوا ولكن انت ما زلت ما قلتهاش. وانتم يا جماعه ما تخرجوش وكملوا معنا العرض. اي Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. C'était quelques extraits de pièces de théâtre du théâtre régional de Constantine. C'est vrai que c'est des morceaux de pièces de Ghssal Senwader, de Diwan L'Ajab. Mais c'était juste pour nous rappeler notre ami Hassan Ben Aziz qui nous a quittés vendredi passé. On était un peu fatigués, mais bon, on ne savait pas les... Mais Rabbi yarhamou. Pour nous en parler, bien sûr, Taïb Dhimi, dramaturge, marhaba bik. Merci d'être là pour rendre hommage à un ami parce que ça fait un compagnon durant des décennies, on va dire. C'est beaucoup plus, c'est plus qu'une perte.
Oui. C'est plus qu'une perte dans la mesure que c'était un garçon qui était extraordinaire dans le rapport humain. Surtout dans le rapport humain. Oui. On l'a vu, c'était quelqu'un de très affable, gentil, toujours souriant. Ça, d'un côté, sur le plan du rapport humain, sur le plan professionnel, c'était quelqu'un qui était passionné par son travail, passionné par ce qu'il fait, par son art. Passionné par son métier en tant que comédien, très méticuleux aussi sur le plan du travail, très inventif et créatif sur le plan cynique, c'est-à-dire sur le plan du travail, du personnage, etc. Et bon, je ne sais pas, parce que on a passé... Alors, moi, c'est un garçon que j'ai connu en 74, ce n'est pas maintenant. C'est ce que justement j'allais dire, comment vous vous êtes rencontrés? Parce qu'apparemment, c'est d'abord une connaissance du théâtre amateur. Oui, c'était en 74, je crois qu'ils ont commencé avec la troupe du TAC. Nous, on était avec la troupe des 3T. C'est à partir de là, c'est lors du festival de Mostaganem en 75 qu'il y a eu cette grande affinité, cette grande amitié qui a duré depuis 75 jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Bon, il a joué dans pas mal de pièces que j'ai montées. Il a fait beaucoup d'assistanat aussi sur le plan de la mise en scène avec moi. C'est vrai qu'il vous a assisté énormément de fois dans vos pièces en tant qu'assistant metteur en scène. Donc il participait même à la confection du montage scénique, on va dire, de la pièce. Oui, il participait parce qu'en fin de compte, il avait cette... c'est pour ça que je vous ai dit qu'il était très inventif et créatif. Il avait cette passion pour le théâtre. Et dans l'ensemble, dans tout le groupe avec qui j'ai partagé aussi un très grand moment au niveau de la pratique théâtrale, etc., c'est avec cette personne avec qui j'avais beaucoup d'affinité. Beaucoup de partage, je dirais, beaucoup de partage. La première pièce avec qui il m'a assisté en 86 avec la première pièce de Fulgoul. De Fulgoul ou Bendir. De Fulgoul Bendir en 86, puis dans Faust et la Princesse Chauve en 87. Et puis, après, j'ai roulé un peu ma bouche, je suis parti à Annaba, Bougie, etc. En revenant, on a monté une pièce, Toulouse Saif en 2000. Il était assistant aussi. Fait Diwan l'Ajab, la reprise de Diwan l'Ajab en 2004. Il a fait aussi de l'assistanat. Puis il a joué dans Tartuffe, dans le Jouet que j'ai monté. Enfin, c'est-à-dire il y a un grand parcours. C'est-à-dire, en fin de compte, il a joué, je dirais, avec moi, entre 10 à 12 spectacles. Quand même. C'est quand même important. Oui, mais sans oublier qu'il a déjà monté. Voilà. Il a monté 4 pièces pour enfants, Khazman, La Paix, Silm, Sibaq al-Hurriya et 4x4 qui était la dernière pièce en 2015, je pense, 2016. C'est ça, à peu près, oui. Et en plus, il y a une autre pièce qu'il a montée avec Ansar, une co-réalisation. C'était une adaptation que j'avais faite d'un texte palestinien, Mouin Bsissou, Symphonia Minsoura. En 2000, je pense en 2013. Puis en plus, c'est vrai qu'au-delà du comédien sur Tontel, c'était quelqu'un de... Mais c'est pas quelqu'un de très médiatisé. Je vais vous dire une chose. Ouais. C'est quelqu'un qui, premièrement, il est d'une grande discrétion. C'est ce que j'allais dire, oui. Et là, c'est un peu, c'est la grandeur la grandeur. C'est un peu paradoxal pour un comédien, être discret. Oui, d'un autre côté, parce qu'il a mis la discrétion. En fin de compte, il ne veut pas être médiatisé comme pas mal d'autres aussi. Oui. D'un autre côté, c'est que il cherche toujours un plus dans le travail. Ça n'intéresse pas de paraître. Le fait de paraître ne l'intéresse pas, parce qu'il cherche quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'il peut apporter sur le plan, par exemple, de l'interprétation en tant que comédien, etc. Et c'est ça le... Et surtout, bon, il n'a pas reçu une formation académique dans le théâtre, c'est un passionné. Je crois que la meilleure école, c'est le théâtre amateur. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça c'est prouvé et réapprouvé. C'est même confirmé. Et même confirmé d'ailleurs. C'est la meilleure école, c'est le théâtre amateur, parce qu'en fin de compte, le théâtre amateur a appris beaucoup de choses aux gens. Il a appris beaucoup de gens, malgré
Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande maîtrise de l'outil de travail, mais il y a cette passion. Hein, passion, mais après, avec le temps, ils découvrent. Hein. Les gens découvrent le métier. Voilà. Et puis là, on a vu quand même Hassan Ben Aziz faire carrière. On a eu aussi quelques passages dans certaines réalisations, ici à la station régionale de Constantine, où il a joué, je crois, dans Le Retraité. Donc, il a joué dans pas mal de trucs. Je ne sais pas. Il a joué dans Assa Boutar. Assa Boutar. On a joué Bab Rai. On a joué ensemble. Et il a joué avec une production dans des boîtes privées avec Aziz Adjabi, dans des sitcoms qu'écrivait Aziz Adjabi. Il a joué aussi avec Mohamed Mondi. Oui, il a joué avec Mohamed Mondi. Il a pas mal de travaux derrière lui. Oui, on va essayer. On a fait un petit montage de quelques apparitions de Hassan dans le théâtre et dans les téléfilms, pour que les gens se remémorent un peu qui était Hassan Ben Aziz à travers. Bon, comme c'est quelqu'un de discret, ça sera difficile de percevoir la personnalité de la personne à travers les films. Mais bon, allez, petit montage sur ses apparitions sur la scène et sur le petit écran. وبالعقل يا سيدي. واش راه هذا ناصر؟ واش راه؟ كالعاده يا بابا. اليوم الخميس. نص يتقابلوا على الباري سبورتيف والباقي على الجريده تاع البارح اللي وصلت اليوم. اسمع يا قاسم. وجابوك مبطوحه وليدي. هنا عمي قاسم. واش راك عمي؟ ناصر شوف وليدي. لا شاصر. الياس اسمع خليني نهضر معاك. هاي خلي الجريده نطلع على اخبار البارح وتاكدي معك الكفالدر. هيا روح هات. هيا بالسلامه روح. على خير عمي قاسم. على خير يا وليدي على خير. واليوم الله يبارك رجع راجل وخدام وبالشهريه تاعو. قول لي يا مخلوف اخويا في المصروف مخفف عليك شويه الثقل. ها شويه قاسم. لازم هو عليه الكرا والتريسيت لازم يزيد يدي مصروف عليه والباقي يخبيه. نعم نعم. هذه هي البلاد وهادو هما الناس يا فوسط. يموت من كان ضعيف بلا حيله وانا مظلوم خديمك الامين نعمل كل مجهودي باش نساعدك. هذا الوزير راهو حبيبك بزاف. لا ماشي هذا بصح اللي سبقوه هي. واش رايك انت يا مال؟ كيفاه؟ نقبل ولا كيفاه؟ كيفاه ما تقبلش يا راجل؟ راه يهبلني باباك. مي بيان سور تقبل. اليوم راني فرحان. واش نقول لك؟ وانا راح نموت بالفرحه. سمحت يا وليدي، واش الفرق ما بين هذاك واش كنا ودرك راني زوجة امين عام الوزاره؟ وانا يا ولد امين عام الوزاره. ما شويه مصروف. قداش تحتاج؟ مناسبه كيما هذه يا ما تعطيني 300. صح راك تغلي شويه في الامور. ايا روح جبدهم من مكان. يا ما بقى على سلامه. راني رايح. انتوما الدري حد ما يتحرك حتى نجيو بيانكم. وانت ها واش انا خبرك يا واحد السلوبري. ديروا في الاجتماعات هنا وتعاونوا قطاعين الطرق وتصحوا وجوهكم مع فرنسا. تعضوا في اليد اللي يتوكل فيكم وفي ولادكم يا واحد الكلاب. يلا نوض انت. هيا تقعد. هذو بونات تمشيو بهم بطل. زيارة سيدي بوسمايح نروح ومشي. مستحيل ما نقدرش. واش يقولوا الناس كي ما تروحيش معايا؟ ما يهمنيش واش يقولوا الناس. سمعت؟ ما حبيتش يضحكوا عليا. ما عندي واش نلبس في هذاك العرس. نستاهل. انا اللي خليت خدمتي وقعت في هذا الدار حتى وليت عرض النساء. لا كسوه ولا سياغه. ما راناش نهضروا على القعاد في الدار والخدمه، رانا نهضروا على زواج اختي. المشكل واحد. واش نديروا ولا لا؟ هي دابا
دبر انت هاني نسمع. حسيبه حسيبه؟ واش بيها حسيبه؟ نسيت المصيبه اللي كنا فيها. يخلينا من الهضره هذه وخمي معايا. واش تقولي حسيبه تقدر تسلف لك الذهب تاعها؟ محال، غير هذه اللي ما نزيدش نعاودها. المره هذه برك، ونوعدك باللي نشري لك حاجه اللي تفرحك ونسلكها بشويه كيما سلكت صياغه حسيبه. واش قلتي؟ عاليه كوني عاقله. واش يقولوا عائلتي؟ نكذب عليهم نقول لهم راكي مريضه؟ هيا واش قلتي؟ راني علمتك باللي ما نزيدش نسلف. يعطيك قلبك تتزوج اختي وانتي ما تحضريش وانتي مرت خوها. صح يا سيدي، نكلم حسيبه بصح ما نضمنلكش. Très beau sourire de Hassan Ben Aziz, Allah yarhamou. C'est vrai que, bon là ce sont quelques extraits, hein, différentes réalisations, différents passages. Puis bon, mais c'est surtout, il a fait carrière au théâtre, il faut le dire. Hein, oui. C'est surtout le théâtre qu'il a vu grandir, qu'il a vu... je crois qu'il était épanoui au théâtre. Moi, je le voyais épanoui au théâtre. Oui, trouver son bonheur en fin de compte. Son bonheur, c'était la scène. Ça, et d'un côté, d'un autre côté, il faut bien le connaître dans le travail. C'est quelqu'un qui ne triche jamais. Oui. C'est un grand donneur. Il est sincère. Il est extraordinaire, c'est-à-dire que surtout quand tu le vois travailler avec des jeunes ou des jeunes comédiens qui pour la première fois ont intégré le théâtre de Constantine, où ils ont joué dans des pièces de théâtre de Constantine. Eh bien, il était l'un des rares à les aider, à les orienter, à les assister. Ça, c'est extraordinaire. Eh bien, tout le monde l'admire à cause de ça. Ouais. C'est une des choses... Ouais, très généreux. Très généreux, très généreux. Et vous savez, sur scène, c'est un monstre. C'est vrai qu'il avait une carrure extraordinaire, une présence scénique extraordinaire. Déjà, il avait un don inné, c'est déjà un charisme sur scène. Un charisme, oui, il était d'une grande présence, c'est-à-dire que sa présence suffisait par moment. Il n'avait pas besoin de parler. Il n'avait pas besoin de parler. Et c'était ça qui était extraordinaire. Lui, rare des comédiens au théâtre de Constantine qui ont ça. Rare. Ouais. Parce que d'autres ont besoin de textes pour s'affirmer. Lui, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin, rien que sa présence suffisait d'ailleurs. Et c'était ça. Ça, disons, c'est une des clés. Une des clés de sa réussite en tant que comédien de théâtre. C'est ce charisme scénique qui n'est pas donné à n'importe qui. Bien sûr, parce que le charisme n'est pas donné à tout le monde, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose de très magnétique. Ouais. C'est un peu comme les mots. Donc le spectateur s'accroche, en le voyant, il s'accroche en sa personne, donc en son personnage, il va l'aimer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Tartuffe ou... Tartuffe, malheureusement, non, je n'ai pas vu Tartuffe. Oui, il est extraordinaire dans le rôle de Tartuffe, il était extraordinaire. C'est comme dans la pièce aussi, le Jouet, Rbouhi, quand il a joué Rbouhi, il était fabuleux. C'est-à-dire, tous les personnages qu'il prenait, on sentait comme si on passait d'un chapitre à un autre. C'est-à-dire que chaque personnage, il le traçait, le définissait, lui donnait vie différente de tout ce qu'il a joué avant. Et de ce qui peut venir après. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'innovateur. À chaque fois, il présentait une facette de ses... Non, il est créateur, il est passionné par son métier, il est toujours passionné par son métier, donc méticuleux. Il cherchait des petites choses, des petites trouvailles qu'on dit dans le travail, c'était ça. Et puis il faut dire aussi que, c'était difficile de se faire une place. La génération de Tsakoum, où il y avait une pléiade de comédiens, de dramas. C'est pas facile. C'est pas facile. Et d'ailleurs, justement, ça, parce qu'en fin de compte, même le TRC,
C'est pas facile parce qu'il a choisi les meilleurs pour sauvegarder un niveau de jeu, un niveau d'interprétation et des comédiens de valeur. Parce qu'il a fait la réussite du théâtre de Constantine, c'est pas ces comédiens, parce qu'ils étaient excellents. Oui, c'est une génération dorée, comme on dit. Voilà, c'est une génération dorée. Je ne sais pas si on peut renouveler ça, retrouver ça, refaire ça. Ça, je ne sais pas. Mais je l'espère. Moi, franchement, avant, quand j'étais responsable artistique au théâtre de Constantine, c'est ce que j'essayais de faire. Ce que j'ai voulu faire d'ailleurs. Il y a des gens qui sont inconscients, qui n'ont pas ce sens projectif. Parce qu'en fin de compte, une troupe de théâtre, c'est un parcours. Et à un moment de la vie, elle s'arrête. C'est-à-dire, il y a des gens qui grandissent, qui vieillissent, qui partent, qui meurent, hein, et qui sortent en retraite. Donc il faut rajeunir. Il faut préparer ça à l'avance. Ça, ce qui est fondamental. Ce que, bon, dommage, et je dirais encore dommage pour une seconde fois, c'est que beaucoup de gens n'ont pas cru, n'ont pas aimé, n'ont pas admis. Le concept de rénovation, de régénération, mais ce qu'il faut dire que dans votre génération, c'est qu'il y avait un rajeunissement. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. À chaque fois, il y a eu intégration, un ou deux. Mais après on est dans le même âge. Bon, peut-être 1, 2, 3 personnes qui étaient beaucoup plus âgées que nous. Ils sont nés dans les années 40. Mais la plupart, c'est les années 50. C'est la même génération. La même génération. Donc, il viendra le jour où il faut encore renouveler. C'est vrai qu'être comédien, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Il faut se dévouer pour ça. Et lui, il était dévoué. Il vivait pour ça. On a l'impression qu'il ne vivait pas pour autre chose que le théâtre. Oui, mais c'était sa passion en fin de compte, parce qu'il vivait de ça. Hein. D'un côté, et aussi c'était sa passion. Il ne savait pas faire autre chose que faire du théâtre. Donc, et c'est ça qui a fait, je dirais, qui a fait un peu sa vie, son parcours, son personnage, son identité artistique en fin de compte. Et là, c'est l'une de ses réussites, c'est d'avoir créé une personnalité artistique. Ah oui, il a un genre, il a un genre de personnage non, c'est quelqu'un aussi qui compose des rôles, Il peut composer des rôles dans le théâtre, il peut composer énormément de rôles. Même moi, je l'ai vu jouer dans plusieurs rôles à la télévision, dans les téléfilms. C'est autre chose. C'est ça. À chaque fois, on découvre des facettes. C'est comme si on était toujours avec Hassan Ben Aziz, Allah yarhamou. On était toujours devant une création. C'est-à-dire à chaque fois, il vous montrait quelque chose. Et on dit que c'était pas terminé. On sentait qu'il avait encore autre chose à montrer. Oui. C'est-à-dire en fin de compte, c'est ça le côté créateur, le côté inventif dans un sens de Hassan. C'est-à-dire que chaque fois, c'est comme s'il a un puits qu'il cachait aux autres. Et à chaque fois, il allait puiser. Il allait puiser des choses pour jouer son personnage, pour étoffer son personnage, pour donner un sens, une empreinte au personnage. C'était ça, Là, il avait une griffe bien à lui, c'est une signature, c'est comme si c'était... Bon, c'est vrai qu'on parle du personnage, de l'homme de théâtre, mais dans la vie, comment il était lui-même? Tu sais, franchement, en dehors du théâtre, on se partageait les moments, c'est-à-dire on passait... Si on sort du théâtre à 4h, 5h, on reste 3, 4 heures ensemble. Il y a toujours, on discute théâtre, des futurs projets, ses intentions, je me rappelle, parce qu'il avait l'intention de monter un spectacle de Habib Tengour, spectacle Captive malgré elle, dont je lui ai fait la traduction du texte. Et c'est un texte qui lui tenait à cœur. Mais bon, il avait déposé au théâtre et tout ça, mais depuis, ça fait 2 ans, je crois, ou 3 ans qu'il avait déposé le théâtre. Et il n'y a eu aucune réponse, une suite. Et ça, c'est un beau texte d'ailleurs, c'est un très très beau texte parce qu'il y a un texte qui... On va demander au théâtre, ne serait-ce qu'en hommage à Aziz de monter ce spectacle. Parce que c'est vrai que ce qui est bien dans votre génération, c'est que
moi j'ai vu, je vois, les gens ne se sont pas arrêtés. À chaque fois, ils disent qu'il y a des textes. Oui, oui, oui. Ça, c'est... Les gens travaillent. Non, je crois que c'est... Comment on dirait? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un projet en fin de compte. Parce qu'une entreprise artistique, une entreprise théâtrale doit avoir un projet artistique, donc aussi un projet de production et aussi une banque de textes. Donc à chaque fois, elle fait grandir sa banque et en même temps de placer des spectacles dans des perspectives artistiques différentes. De permettre aux gens de travailler, parce qu'il y a des genres où chacun s'accroche à un genre et c'est son droit, personne ne peut lui imposer un genre. Voilà. Et je pense que le problème c'est ça, c'est pour ça. Actuellement je vois comme si le théâtre est en rupture d'idées. Alors que ce ne sont pas les idées qui manquent. Hein. Ce ne sont pas les idées qui manquent. La preuve, même s'il était malade, il était fatigué, mais il était toujours quelqu'un qui travaillait, il lisait beaucoup. Voilà, il lisait beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un qui lisait énormément. Il lit énormément. Et ce qui a fait aussi sa force et son évolution. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'il arrive à ce niveau de réflexion. Ouais. Ça se passe qu'en fin de compte. Beaucoup de gens confondent, parce que l'artiste aussi, il y a le niveau intellectuel, il y a le niveau culturel de l'artiste. Et ça, c'est un peu qui est extraordinaire chez Hassan. C'est quelqu'un en perpétuelle ébullition artistique, c'est quelqu'un qui... et remise en cause aussi, remise en cause. C'est une façon de se remettre en cause. Se remet en cause en fonction de tous les travaux qu'il avait faits. Par exemple, pour les 4 spectacles qu'il avait montés. Il se remettait en cause, il dit bon, j'ai failli là, il faut revoir, il faut réfléchir, et ça c'est extraordinaire. Voilà. Il faisait son autocritique, c'est ce qui est bien. Il n'avait pas peur. Je sais que il faisait appel à ses amis comme vous pour assister au spectacle et surtout pour débattre, parce que le débat était très important. Oui, très très important, mais parce que ce qui fait avancer les choses, c'est ça. Parce qu'on n'arrive pas. C'est le débat, l'échange d'idées. S'il n'y a pas un échange d'idées, on n'avance pas. Ça va être difficile, parce que moi je me souviens qu'après les spectacles, depuis quand même 30 ans, 35 ans, après les spectacles, c'était le gada devant le théâtre, c'est après. Après le spectacle, les grandes discussions. Il y a le spectacle et l'après-spectacle. Il y a le spectacle des comédiens, le spectacle des spectateurs. Parce qu'en fin de compte, après, les gens se rencontrent entre spectateurs et acteurs. Et ils échangent, ils discutent. Mais ça, c'est ce qui est bien. Bon, apparemment, maintenant, ce qu'on ne voit pas, on ne voit presque plus. C'est vrai que le débat est en train de se réduire. Il se réduit, je ne sais pas pourquoi, quelles sont les causes. Est-ce au niveau réflexionnel, est-ce que sa méconnaissance théâtre, est-ce que les gens n'ont pas, que la culture d'une manière générale n'est pas importante pour eux, ça ne les intéresse pas, que le fait culturel est très secondaire dans leur vie. C'est ça en fin de compte, parce que le grand débat est là. Hein. Oui, le débat est lancé, mais bon. Allez, il nous reste 2 minutes, Taïb Dehmi, pour parler de Hassan. Si on a, peut-être qu'on a oublié, enfin, on a essayé d'évoquer un peu son parcours artistique, sa vie. Mais si on a oublié des trucs, c'est le moment de les rappeler parce que il nous reste à peu près 2 minutes pour lui rendre un vibrant hommage. Wallahi, je ne sais pas. Si on a oublié quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, globalement, parce que... Je comprends qu'on a perdu un grand ami d'abord. Adil Loula. Pour moi, c'est un frère, beaucoup plus qu'un ami, c'était un frère. Un frère, c'est quelqu'un qui venait chez moi, j'allais chez lui, donc il y avait énormément de choses en commun. C'était au-delà de la dramaturgie, on va dire. C'est au-delà, bien au-delà. Oui. On avait un grand partage entre nous deux. Entre nous, on avait un grand partage. Enfin, c'est... Rabbi yarhamou. En tout cas, on retiendra que la scène artistique constantinoise a perdu un grand monsieur, un grand comédien, ou ici metteur en scène, parce que il s'était penché sur le théâtre pour enfants. Ça, c'est l'expérience, voilà.
Merci Taïb Dhimi. Je sais que c'est difficile de parler à un ami, surtout 3-4 jours après sa disparition, mais Rabbi yarhamou, Inch'Allah. Nous, en cette occasion, on présente bien sûr nos plus sincères condoléances à toute la famille Ben Aziz, son frère Hussein, son frère... À toute la famille Ismaïl, Mohamed, à toute la famille entière. Et encore, c'est la moindre des choses à faire. C'est d'évoquer et de parler. D'évoquer. Et surtout, c'est de garder les bons souvenirs qu'on a eus avec Hassan. Inch'Allah. Rabbi yarhamou, merci Taïb Dhimi de nous avoir permis d'évoquer un ami, Allah yarhamou, Hassan Ben Aziz, comédien professionnel qui nous a quittés il y a à peine quelques jours. Bien, merci à toute l'équipe qui nous aura permis de vous retransmettre en direct à partir de la station régionale de Constantine ce bonjour d'Algérie réalisé par Nabil Yagoubi. On va se quitter en rendant hommage aussi un dernier à notre ami Zinedine Ben Abdallah qui nous a quittés. Ça fait juste une année et un jour. Donc je vous offre cette chanson pour terminer ce programme en hommage à un grand monsieur de la Tariqa al-Isawiya, Allah yarhamou. يا ما مر الهوى يا من بلاني بيه يا ما مر الهوى يا من بلاني بيه وليلي ليلي نقطع سهران فيه الحب نخليه افهم يا فهيم في هذه القضية في بحر الهوى لعبت يدي قداش من حبيب ودعت يا سيدي وبكيت بالدموع بالله يا نسيم والصباح واقصر ربوع عني قل لهم اهلا مرحبا وبلغ سلامي زين الطيبة سلامي أزكى سلام غزالي ضيا مقلتي غزالي ضيا مقلتي يا نور عيني يا هلال السعود أشعل مطول غايبتي رب بلاني نصبر على حكم القضايا لن يا لا 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 صبري نرجع هو محل الرضا يا لن يا لا 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 صبري نرجع هو محل الرضا يا هذه الله يا صاحب قد مضى يا لن يا لا لا لا